Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Durant les séances précédentes, nous avons vu que le management est un processus de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. Après avoir analysé la planification dans le chapitre précédent, au cours de cette séance du jeudi 19 mars 2020, nous allons aborder dans ce troisième chapitre un autre pilier du management, à savoir l'organisation, selon la structure suivante. Ainsi, nous allons la traiter de la façon suivante. Le premier point sera consacré à la définition et aux caractéristiques de la structure. Le deuxième point sera consacré aussi aux éléments clés d'une structure organisationnelle. Le troisième est dédié à la représentation de la structure et le quatrième aux déterminants de cette dernière. Enfin, nous allons déboucher sur les types de structures organisationnelles. Mais avant de commencer l'analyse de l'organisation de l'entreprise, il convient de souligner qu'il y a deux approches. L'organisation en tant qu'entité existante dans l'environnement, par exemple une entreprise comme Lafarge, Inuit, une association, etc. Et l'organisation en tant qu'activité qui s'exerce au sein de cette entreprise. C'est cette dernière approche qui nous intéresse et qui fera l'objet de ce chapitre. Donc, comment définir l'organisation de l'entreprise? Organiser une entreprise consiste à hiérarchiser les différentes personnes composant cette dernière et coordonner leur travail. Organiser une entreprise, c'est aussi agencer et mettre en œuvre les moyens dont elle dispose afin d'atteindre les objectifs fixés. Organiser et également élaborer une structure, c'est-à-dire l'ossature formelle sur laquelle se fondent les activités de l'entreprise, des procédures, c'est-à-dire les marches à suivre et les règles organisationnelles à respecter, et un ordre propre au système. Grosso modo, organiser, c'est choisir et mettre en place une structure. Donc, la structure est le mot-clé de l'organisation, d'où la nécessité de l'étudier. Comment peut-on donc définir ce concept? La structure organisationnelle est un système de tâches, de rapports hiérarchiques et de liens de communication. Il s'agit essentiellement de diviser le travail en des tâches distinctes, de doter chaque unité d'un pouvoir pour accomplir sa mission et de mettre en place des mécanismes de coordination pour assurer la cohérence et la convergence des actions des différentes unités. Après avoir défini la structure, il convient maintenant de présenter ses caractéristiques. La structure d'une entreprise présente les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, la spécialisation, qui désigne le choix du mode et du degré de division de travail dans l'entreprise. Il s'agit de savoir sur quels critères et jusqu'à quel degré de détail le découpage de l'organisation est réalisé. Lorsque je parle de critères, je parle de division par fonction, ou bien par groupe de produits, ou par marque. Deuxième caractéristique, la coordination, qui est le ou les mécanismes de collaboration, d'harmonisation et d'intégration établis entre les unités. La troisième caractéristique, c'est la formalisation, qui exprime le degré de précision dans la définition des fonctions et des liaisons. Il convient de savoir si les rôles sont définis strictement et de façon détaillée où une certaine liberté est laissée à l'initiative individuelle.
Concernant les éléments clés d'une structure organisationnelle, on peut les identifier de la façon suivante. Premièrement, la spécialisation du travail, qui consiste à découper une activité en une série d'étapes. Chacune est effectuée par un individu. La spécialisation est l'opposé de la polyvalence. Et d'ailleurs, c'est Taylor qui est connu dans ce domaine, dans le cadre de l'organisation scientifique du travail, comme on a vu. La chaîne hiérarchique, deuxièmement, la chaîne hiérarchique ou de commandement. C'est un principe de management selon lequel chaque employé doit se référer à un seul supérieur hiérarchique. Troisièmement, l'éventail de contrôle ou de subordination, qui est le nombre de subordonnés qu'un manager peut diriger de façon efficace. Cet éventail est fixé en fonction de variables contingentes telles que l'expérience, la similitude entre les tâches réalisées, leur complexité, la proximité physique des employés, etc. L'autre point, c'est l'autorité et la responsabilité. On sait très bien que l'autorité est le droit inhérent à une position hiérarchique de donner des ordres et de les exécuter. C'est la capacité de faire obéir les autres sans utilisation de la force. La responsabilité est l'obligation de réaliser des tâches assignées. Et lorsque le manager délègue de l'autorité, il doit accorder une responsabilité proportionnelle. Donc l'autorité est liée à la responsabilité. Autre élément clé, c'est la centralisation et la décentralisation qui implique la prise de décision à des niveaux élevés par un nombre réduit de personnes. Je parle là de la centralisation. Quant à la décentralisation, elle désigne la délégation de l'autorité de prise de décision au niveau inférieur de l'organisation, c'est-à-dire au niveau du centre opérationnel, par exemple les ouvriers. Et finalement, la départementalisation qui regroupe, c'est-à-dire le regroupement d'activités par fonction. On parle de départementalisation fonctionnelle en termes de produits, clients, territoires ou processus. Nous arrivons au troisième point de ce chapitre qui concerne la représentation des structures. La première représentation des structures, c'est l'organigramme, qui est une représentation schématique de cette structure et qui renseigne sur la répartition des tâches, les niveaux hiérarchiques, les relations hiérarchiques et fonctionnelles qui existent entre les services. Il illustre les deux décompositions horizontales et verticale. Donc horizontale, c'est-à-dire en termes de fonction, et verticale, c'est-à-dire en termes de niveau hiérarchique, comme c'est illustré dans le schéma suivant. Ce schéma montre également la place et le rôle de l'individu au sein de l'organisation. Donc l'organigramme est un outil de description de la structure. Cependant, il est statique puisqu'il décrit la structure à un moment donné sous forme de photo, donc il donne une photo de l'organisation, de même qu'il ne représente que les relations formelles, c'est-à-dire les relations de travail, et ne renseigne pas sur les flux de travail. C'est pour cela qu'on utilise fréquemment la représentation de Mintzberg qu'on va voir dans le cadre d'un point. Alors, je vais vous donner un exemple d'organigramme. Donc voilà
C'est un organigramme, comme vous le voyez, il se compose du président, directeur général, directeur marketing, directeur commercial, directeur recherche et développement. Et au niveau de la direction marketing, on a l'assistant marketing. Au niveau de la direction commerciale, on a les différents responsables de communication, le premier, le deuxième. Au niveau de chaque responsable de communication, ou bien il supervise les commerciaux, sédentaires, donc le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Donc j'ai dit que pour pallier les lacunes de la représentation de la structure à travers l'organigramme, Mintzberg a suggéré une représentation qui lui est propre. Il a remis en cause la représentation formelle de la structure. Il a donné cette représentation qui est schématisée par cette figure. Donc, il considère l'organisation comme un assemblage de 6 parties. Bien sûr, 5 parties dans sa première synthèse. Et il a ajouté par la suite, quelques années après, il a ajouté la 6e partie qui est bien sûr l'idéologie. Alors, cette représentation de Mintzberg est composée du premier élément qui est le sommet stratégique. Il est constitué des dirigeants ou propriétaires qui définissent les buts, la stratégie et les grandes orientations de l'organisation. Le centre opérationnel, qui est en bas, désigne les membres de l'organisation, c'est-à-dire les ouvriers, qui exécutent le travail et les tâches liées à la production et à la distribution des produits. La technostructure, qui regroupe les analystes, les experts et les techniciens qui planifient, organisent et contrôlent l'organisation. La fonction de support logistique, il s'agit des unités spécialisées d'entretien. En fait, ce sont des services qui ne participent pas directement à la production, mais qui appuient et aident les autres. Exemple, service de restauration, service médical, service de transport, etc. La ligne hiérarchique, c'est la ligne d'autorité qui relie le sommet stratégique au centre opérationnel. Elle est représentée par les gestionnaires, les cadres, etc. Et finalement, l'idéologie, qui comprend les éléments culturels, les croyances, les valeurs, les traditions, les comportements partagés par les membres de l'organisation. Selon Mintzberg, ces parties sont reliées entre elles par un système de 5 flux. Premièrement, les flux d'autorité formelle, représentés par les relations supérieures subordonnées, qui s'appuient sur la supervision comme mécanisme de coordination. Les flux d'activité régulés, il s'agit des flux de travail prévus par les procédures et regroupent le flux opératoire, le flux de contrôle ascendant en termes d'informations, toutes les informations qui remontent du centre opérationnel vers le sommet stratégique, et descendant, c'est-à-dire l'information ou bien les décisions dans le sens inverse, c'est-à-dire du sommet stratégique vers le centre opérationnel, et le flux horizontal d'informations fonctionnelles. On a aussi les flux de communication informelle, c'est-à-dire les relations interpersonnelles non officiellement prévues mais effectuées dans l'organisation, et les échanges spontanés, bien sûr, les échanges de communication. Je note que ces flux informels, les flux de communication informels, ne concernent pas l'information qui concerne le travail. Après, on a les flux de constellation de travail qui regroupent plus ou moins, c'est-à-dire des regroupements informels comme les petits groupes, les pairs, les coteries qui se constituent pour réaliser le travail. On aura l'occasion de voir ou bien d'approfondir ces éléments-là lorsqu'on va étudier la direction et surtout lorsqu'on va étudier l'importance du travail en groupe.
Et finalement, les flux de décision ad hoc, c'est-à-dire les décisions non programmées spécifiques à des problèmes particuliers et qui n'entrent pas dans le cadre de procédures routinières. Par exemple, les décisions à prendre après la survenance d'une grève. Donc on parle ici d'une décision non programmée pour laquelle il n'y a pas de méthodes et des schémas qui aident pour prendre la décision. C'est en considérant l'ensemble de ces flux qu'on peut commencer à comprendre le fonctionnement de l'organisation. Donc on va se limiter à ce niveau-là pour cette séance et la suite du chapitre sera pour la séance prochaine, Inch'Allah.